Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. En général, quand on observe des mouvements militaires à grande échelle, on s'attend à y trouver une certaine logique, presque une précision mathématique, quoi. Ouais, on s'attend à ce que le chaos soit ordonné en quelque sorte. C'est ça. On déploie un nombre X de soldats à un point Y pour un objectif précis. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle plongée au cœur des sources, on va voir que toute cette belle géométrie, elle s'effondre complètement. Absolument, et on est à un moment charnière pour analyser ça. Exactement. Nous sommes très exactement à 28 jours, donc un mois presque, jour pour jour, du début de cette escalade militaire majeure entre les États-Unis et l'Iran. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décoder les mouvements de troupes, la géographie et les stratégies économiques complexes qui sont en jeu. Parce que les rapports de renseignement et les suivis de navires par satellite nous montrent une réalité très, disons, contre-intuitive. Complètement. Et pour ceux qui nous écoutent, on va vous promettre une chose. À la fin de cette analyse, vous allez comprendre pourquoi un simple navire dans l'océan Indien et un détroit lointain en mer Rouge pourraient changer de façon drastique le prix de vos courses hebdomadaires ou même de vos appareils électroniques. Tout est lié en fait. C'est l'effet domino. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser une chose essentielle. Notre démarche ici est strictement neutre et impartiale. On va parler des actions de l'administration américaine, du gouvernement israélien, des forces iraniennes. On ne prend absolument aucun parti. On rapporte uniquement les informations contenues dans les sources de manière clinique. C'est crucial de le rappeler. L'analyse géopolitique, ça demande de mettre de côté toute grille de lecture partisane. Exactement. Alors, commençons par ce premier mystère pactique qui saute aux yeux dans les documents. On y lit que le Pentagone envisage l'envoi de 10 000 troupes terrestres supplémentaires. Ouais, du mille hommes. Mais attendez, 10 000 soldats pour faire face à un pays aussi vaste que l'Iran, ça paraît complètement dérisoire, non? Alors, présenté comme ça, oui, c'est un chiffre qui interpelle. Mais il faut l'additionner aux forces qui sont déjà prépositionnées. Les sources indiquent qu'on a déjà entre 8000 et 9000 soldats sur place. D'accord. Ça inclut des unités de marine, des forces aéroportées et à peu près 500 à 1000 membres des forces spéciales. Donc ces 10 000 hommes supplémentaires, ça montre un changement de posture, c'est sûr. Oui, mais ça reste petit, non? Très modeste, oui. Pour une opération d'envergure, c'est même minuscule. Et c'est là que ça devient intéressant. Bah oui, parce que c'est là que je bloque. On a ces forces, notamment aéroportées. Et des troupes aéroportées, par définition, ça saute d'un avion, ça voyage léger. C'est le principe, oui. Mais en parallèle, les images satellites révèlent un mouvement super étrange. On a suivi la trace d'un navire spécifique, l'USNS Palawalu. Et ce navire vient de quitter silencieusement Diego Garcia. Cette fameuse base militaire ultra isolée en plein océan Indien. Voilà. Et le truc, c'est que ce bateau ne transporte pas juste des rations de combat ou des tentes. Les rapports montrent qu'il a à son bord de quoi équiper une brigade blindée entière. On parle de 58 chars M1 et de 900 véhicules blindés. Ce qui crée une contradiction énorme avec les troupes légères annoncées. C'est complètement illogique. Les parachutistes n'amènent pas de chars avec eux. C'est un peu comme un énorme camion de livraison de voitures neuves qui irait vers un concessionnaire. Les véhicules sont à bord, mais ils sont vides. Exactement. Il n'y a pas d'équipage, pas de carburant, pas de munitions. C'est juste du métal flottant, non? C'est une excellente analogie. Et ça révèle le pourquoi de la manœuvre. Ce navire fait partie de la flotte de prépositionnement. Dans le jargon militaire, on appelle ça le mariage, ou le marry-up en anglais. Le mariage. Oui. L'idée, c'est que les troupes légères volent directement vers un port sécurisé, et pendant ce temps-là, le navire géant y accoste. Les soldats rencontrent le matériel, on fait les plans, on distribue les munitions, et d'un coup, votre force aéroportée légère se transforme en une unité d'infanterie mécanisée super lourde. Ah ouais, d'accord. Donc ce n'est pas du tout une posture défensive. Ah non, pas du tout. Déployer des chars les mains, c'est la signature classique d'une force d'invasion terrestre à petite échelle. Et c'est ça qui soulève la vraie question que tous les analystes se posent en ce moment. Où et comment ils vont débarquer tout ça? Exactement. Parce que sur le papier, le plan est brillant. Mais dans la réalité physique, je veux dire, comment on fait descendre 58 chars de 60 tonnes d'un bateau vers une plage? C'est le cauchemar logistique par excellence. Pour bouger un monstre pareil d'un navire vers la terre ferme sans installation portuaire, il faut des aéroglisseurs géants. Les fameux LCAC, c'est ça? C'est ça, les Landing Craft Air Cushion. Ce sont d'immenses engins sur coussin d'air. Et le problème, selon les sources, c'est le nombre. Devinez combien il y en a de disponibles dans la région actuellement. Les rapports disaient que c'était très peu, non? 2. 2. Oui, 2. Bon, bientôt 4 avec de nouveaux déploiements, mais ça reste anecdotique. Attendez, 2 aéroglisseurs pour débarquer 900 blindés et 58 chars. C'est un goulot d'étranglement délirant. Il faudrait des jours, voire des semaines.
Et c'est impossible en situation de combat. Donc l'alternative, c'est d'utiliser un vrai port de débarquement. Comme au Koweït ou à Khor Fakkan, aux Émirats. Voilà. Mais si vous faites ça, vous garez un navire géant rempli de munitions dans un port, et ça prend des jours pour le vider. Et pendant ce temps-là, il est complètement immobile. Totalement exposé. Les sources sont formelles. Ça l'exposerait directement aux tirs de missiles balistiques et aux essaims de drones iraniens. C'est une cible parfaite. D'autant que, si par miracle ils arrivent à débarquer, la géographie de l'Iran est juste monumentale. On parle d'un pays de 1,65 million de kilomètres carrés, avec 92 millions d'habitants. Pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, juste la zone autour du détroit d'Ormuz, c'est la taille du Vietnam tout entier. Ah oui, quand même. Et c'est pas plat, hein. Les documents décrivent les montagnes iraniennes comme une forteresse naturelle. En lisant ça, ça m'a tout de suite fait penser à l'opération Market Garden pendant la Seconde Guerre mondiale, L'analogie est très juste. où on avait largué des parachutistes derrière les lignes ennemies pour tenir des ponts en attendant que les chars lourds arrivent par une petite route pour les sauver. Sauf que les chars ont été ralentis et ça tournait au désastre. Est-ce que les stratèges ne sont pas en train de planifier un scénario similaire voué à l'échec face à cette géographie? C'est l'inquiétude majeure qui ressort des analyses. Mathématiquement, c'est absurde. Rappelons que les États-Unis ont envahi l'Irak, un pays beaucoup plus petit et majoritairement plat, avec 100 000 hommes. Ouais. Pensez qu'on peut mener une opération en Iran, au milieu des montagnes, avec 20 000 hommes en tout, ça démontre une incompréhension totale de l'échelle du conflit. Et ces montagnes abritent des surprises effrayantes. Les rapports détaillent des bunkers enfouis à 500 mètres de profondeur. Protégés par un béton très spécifique. C'est ça, du béton haute densité. Ils parlent d'une résistance à 50 000 PSI, c'est-à-dire des livres par pouce carré. C'est tellement dur que la plupart des bombes conventionnelles rebondiraient presque dessus. C'est une architecture conçue précisément pour survivre à la supériorité aérienne occidentale. Donc on a cette première forteresse physique impénétrable. Mais en parcourant la suite des sources, on découvre une deuxième forteresse, tout aussi massive, c'est la résilience culturelle et psychologique de l'Iran. Qui est souvent très mal comprise en Occident. Totalement. Par exemple, la guerre de l'information bat son plein en ce moment. Les documents mentionnent des vidéos de propagande iranienne virales et, accrochez-vous bien, faites avec des Legos. Oui, des animations stop motion avec des petits jouets en plastique. Ils utilisent ça pour se moquer des porte-avions américains à plusieurs milliards de dollars. C'est hyper moderne, presque sarcastique. Mais derrière cet humour apparent, il y a une histoire brutale qui remonte à la guerre Iran-Irak. C'est là qu'il faut regarder pour comprendre leur doctrine actuelle. Les sources parlent des fameux démons d'Ahmadinejad, les enfants soldats de la milice du Basij dans les années 80. L'endoctrinement était tel, et c'est glaçant à lire, que le gouvernement distribuait à ses enfants des petites clés en plastique. Des clés importées de Taïwan, paradoxalement. Voilà. Et on leur disait que ces clés allaient leur ouvrir les portes du paradis. Et ces gamins marchaient en ligne directement dans les champs de mines irakiens pour les faire exploser et ouvrir la voie aux troupes, tout en chantant des hymnes sur la bataille de Karbala. C'est d'une brutalité inouïe. C'est terrible, mais ça illustre le concept de sacrifice dans leur doctrine. La mort au combat sur leur terre sainte, contre ce qu'ils perçoivent comme la tyrannie, ce n'est pas une défaite, c'est le plus grand des honneurs. Et ça remet totalement en question la stratégie occidentale actuelle, non? Parce que les sources montrent qu'en ce moment, l'objectif semble être l'épuisement économique. La stratégie de l'attrition, oui. On voit des bombardements sur des infrastructures civiles clés. Le port de Boucher, l'aéroport du Koweït ou encore les installations pétrolières de Bahreïn. L'idée de certains dirigeants, selon les documents, c'est d'affamer ou de détruire l'économie iranienne pour que le peuple se soulève. Mais enfin, après avoir lu l'histoire des enfants soldats, est-ce que bombarder ce peuple ne risque pas de le rendre extrêmement nationaliste? C'est exactement le paradoxe que soulèvent les analyses indépendantes. La stratégie de bombarder pour retourner la population, ça projette des standards occidentaux sur une culture fondamentalement différente. Comment ça? Eh bien, en Occident, si l'économie s'effondre et que les infrastructures sont détruites, les gouvernements tombent. Le seuil de tolérance à la douleur matérielle est assez bas. D'accord. Mais en Iran, l'histoire récente montre qu'ils sont prêts à supporter des décennies de sanctions, de pauvreté et de sacrifices de guerre. Face à une attaque extérieure, la réaction naturelle n'est pas la rébellion interne, c'est l'union sacrée. Donc, penser qu'on va les épuiser économiquement, c'est un très mauvais calcul. Surtout que, et c'est là qu'on arrive à la dernière partie des documents, l'économie c'est une arme à double tranchant. Ce conflit ne reste pas coincé dans les montagnes iraniennes, Ah non, il déborde largement. et il s'exporte pour impacter le monde entier, à cause d'un autre acteur majeur, les Houthis. Voilà.
Officiellement, les Houthis sont entrés dans le conflit de manière très active. Les sources confirment qu'ils tirent des missiles balistiques directement sur Israël. Mais leur vrai pouvoir, il n'est pas forcément dans la puissance de feu de ces missiles. Il est dans leur position géographique. Ils contrôlent l'accès au détroit de Bab el-Mandeb. À l'entrée de la mer Rouge, alors que le détroit d'Ormuz, de l'autre côté, est déjà considéré comme fermé à cause du conflit principal. Ce qui crée un effet de tenaille absolument dévastateur sur le commerce maritime mondial. Et les documents expliquent bien le mécanisme. Il ne s'agit pas de couler tous les navires commerciaux. Il suffit de rendre l'assurance maritime inabordable. C'est ça, Sam? Exactement. Les assureurs de la City de Londres augmentent ce qu'on appelle la prime de risque de guerre, et très vite, ça devient tellement cher que les armateurs refusent d'envoyer leurs porte-containers par le canal de Suez. Donc ils font quoi? Ils font demi-tour, Ils doivent contourner toute l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. ce qui ajoute, d'après les rapports, 2 à 3 semaines de trajet. Et c'est là que ça devient concret pour nous tous. C'est l'effet domino économique dont on parlait au début. L'économie mondiale va étouffer. Complètement. Prenez un exemple très concret cité dans les sources. L'agriculture égyptienne. Ouais. L'Égypte exporte énormément via ces routes. Avec des semaines de retard, les produits agricoles ne peuvent plus être exportés à temps, les récoltes pourrissent ou n'atteignent pas les marchés européens ou asiatiques. Et donc la nourriture devient hors de prix. Exactement. Et ça ne touche pas que les tomates ou le blé. Les documents soulignent que même l'électronique est frappée. Il y a une mention spécifique sur le prix de la PS5. Oui, la console de jeu. Les sources signalent une hausse immédiate de son prix parce que les composants et les consoles assemblées viennent d'Asie et restent coincés sur des bateaux au large de l'Afrique. C'est fou de se dire qu'une guerre à l'autre bout du monde se ressent directement dans les rayons de nos supermarchés et de nos magasins d'électronique en quelques jours. C'est la vulnérabilité de notre système de flux tendu. On a construit une économie mondiale ultra optimisée, mais extrêmement fragile face aux chocs géopolitiques. Donc, si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette analyse, ce qui a commencé sur le papier comme une simple démonstration de force conventionnelle, vous savez, l'envoi de ces fameux blindés par la mer, ça se heurte en réalité à un mur massif. À 3 murs, pour être précis. Oui, 3 murs. D'abord, un mur géographique, avec l'immensité montagneuse de l'Iran. Ensuite, une résilience culturelle inébranlable, forgée dans le sang des guerres passées. Et enfin, une asymétrie économique mondiale complètement paralysante. C'est le résumé parfait de la situation actuelle telle que la décrivent les rapports. Et ça laisse vraiment réfléchir sur la nature de la guerre aujourd'hui. Si un conflit localisé au Moyen-Orient peut forcer le commerce mondial à abandonner le canal de Suez, à reprendre les routes maritimes des années 1800 et à paralyser l'économie en seulement quelques jours, eh bien on peut se poser la question. Se pourrait-il que l'arme la plus redoutable de la guerre moderne ne soit ni un char aimant, ni un porte-avions, mais tout simplement la capacité de rendre le coût de la vie insoutenable pour le reste du monde ?